Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du projet Ethereum. Alors, on a déjà fait une vidéo il y a 2 ans sur le sujet, mais elle commence à être assez vieille. Le projet a beaucoup évolué et l'idée, c'était de pouvoir vous en reparler dans une nouvelle vidéo un peu plus longue. Donc, pour les débutants, vous allez découvrir ce qu'est le projet Ethereum. Pour ceux qui le connaissent déjà, vous allez apprendre des choses que vous ne connaissiez pas forcément. Donc, je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de la vidéo. Alors pour commencer, le projet Ethereum, il a été créé par Vitalik Buterin. C'est un Canadien avec des origines russes. Il a vécu jusqu'à 6 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans en Russie, et après il a émigré au Canada avec ses parents. Alors il est né en 1994, et comme on peut le voir dans sa description sur Wikipédia, c'est quelqu'un qui est vraiment très bon en informatique, qui a gagné beaucoup de prix dans des compétitions d'informatique. Alors il a développé assez jeune la plateforme Ethereum. C'est une plateforme qui est décentralisée, qui va faire fonctionner des contrats intelligents, qui sont ni plus ni moins que des bouts de code informatique qui remplissent des fonctions automatisées. C'est très important de connaître la différence avec Ether. L'Ether, c'est la monnaie qui va être utilisée dessus. Donc il ne faut pas confondre Ethereum et Ether. Alors Vitalik Buterin, c'est quelqu'un de vraiment très important dans le projet, et aujourd'hui il fait partie encore des développeurs qui contribuent le plus dans le projet. Il a créé un site qui est son site Vitalik Buterin, sur lequel vous pouvez trouver vraiment un grand nombre d'informations. Alors les informations ne sont pas forcément digestes pour des débutants, mais pour ceux qui veulent aller le voir, vous pouvez toujours aller y faire un tour. Aujourd'hui, on retrouve deux grands projets. On retrouve Ethereum et Ethereum classique. Alors pourquoi on a deux projets qui ont quasiment le même nom? Tout simplement, il faut remonter en juin 2016. En juin 2016, on a eu le piratage de la plateforme The DAO. The DAO, c'est une plateforme qui permettait de faire de l'investissement financier. Elle a été piratée et concrètement, il y a eu environ 50 millions d'US$ qui ont été volés au moment du piratage. Il y a eu deux groupes qui se sont formés à ce moment-là. Le premier groupe qui disait Code is low, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au code des Ethereum qui potentiellement était problématique en termes de sécurité. Vitalik et une équipe de développeurs ont commencé à faire une version sécurisée en fait de Ethereum. Ils ont demandé à la communauté s'ils souhaitaient garder la version non sécurisée ou passer sur une nouvelle version qui entraînerait bien sûr un hard fork. Donc c'est-à-dire qu'on va changer de blockchain. Ils ont été plus de 85% à voter pour cette migration. Donc il a été vraiment souhaité cette migration. Et la première chose qu'ils ont fait après cette migration, c'est de transférer les Ethers qui avaient été volés vers les détenteurs de DAO token. Alors maintenant, il est assez important de comprendre et de connaître ce qu'est le gaz. Le gaz, c'est une unité de mesure qui va permettre d'organiser le paiement des frais de transaction. Parce que le réseau Ethereum est assez compliqué en termes de fonctionnement, et du coup, ils ont choisi une unité qui s'appelle le gaz. Alors le gaz, il est constitué de la manière suivante. Il va prendre en compte la bande passante qui est utilisée pour envoyer la transaction, l'espace nécessaire qui va être nécessaire pour la transaction dans le bloc de la blockchain, et enfin la difficulté de calcul qui va être utilisée pour pouvoir résoudre l'opération dans la transaction. Concrètement, plus la transaction va être complexe, plus elle va être chère. La quantité de gaz qui est utilisée pour une transaction, elle est toujours la même. Par exemple, pour un échange d'Ether, donc quand on envoie de l'Ether à quelqu'un, on va utiliser 21 000 gaz. Et ce qui va différencier, ça va être le cours du gaz. Parce que le prix du gaz, il va varier d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, on a une taille de bloc Ethereum qui est fixée par un nombre limite de gaz. Sur Bitcoin, cette limite, aujourd'hui, c'est une taille en kilo-octets. Sur Ethereum, c'est du gaz. On est limité actuellement à 12,5 millions de gaz par bloc de transaction. C'est-à-dire que plus vous allez empiler de transactions qui sont lourdes et coûteuses en gaz, plus le bloc va être rempli rapidement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir le prix du gaz. Donc on voit ici qu'il est à 138 gwei, 128 ou 105 gwei. Alors à quoi ça correspond un gwei? Un gwei, c'est une unité. L'Ether, il a des unités de division, comme on peut avoir le Satoshi pour le Bitcoin, ou les centimes pour les euros. Lui, il va avoir le wei, et le gwei, qui est ni plus ni moins que 0,801 Ether. Donc, on va compter en gwei, parce que c'est beaucoup plus simple pour faire les transactions, que de se baser uniquement sur le wei ou sur l'Ether. Parce que sinon, ça vous donnerait une transaction à 0,00000001 Ether. Donc c'est pas forcément simple à prononcer, c'est pas forcément simple à calculer. Donc comme je vous le disais, il y a différents montants et le prix du gaz va varier. Alors qu'est-ce qui fait qu'il va varier? Si vous avez envie que vos transactions elles passent rapidement,
et ben vous allez avoir un gaz pour 105 gwei. Si vous avez envie qu'elle passe instantanément, il va falloir que vous ayez un gaz pour 138 gwei. C'est-à-dire que si on reprend notre transaction de base qui fait 21 000 gaz, on va faire 21 000 fois 138 gwei pour avoir notre prix de transaction. Ce qui va nous donner justement le montant des frais. Voilà comment on calcule sur Ethereum la partie échange de frais et c'est un petit peu plus complexe que le Bitcoin joue la corde. Alors maintenant, on va parler un petit peu du fonctionnement du réseau Ethereum. Il va se découper en 3 niveaux. La première couche qui va être la partie hardware. Donc elle va constituer les nœuds qui constituent la blockchain et qui vont faire transiter les transactions. Ensuite, on va avoir la deuxième couche qui est la couche logicielle. Elle va contenir le code, elle va contenir les contrats intelligents. Et ces contrats intelligents, ils vont permettre la négociation et la mise en œuvre de transactions automatisées. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez l'avion et cet avion arrive en retard, automatiquement vous allez être indemnisé à votre arrivée sur le sol. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique. Alors ces contrats intelligents, ils ont été introduits en 1994 par Nick Szabo. Alors c'est assez imprononçable comme prénom et comme nom. L'idée, c'est que c'est le créateur de BitGold qui était bien avant le BTC. C'est une crypto-monnaie qui est apparue. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une crypto-monnaie en vrai, mais c'est une monnaie informatique qui est apparue assez tôt avant le BTC. Le BTC a repris quelques-uns de ses grands principes. Et ce créateur, c'est un informaticien, un juriste, un cryptographe. Donc il a vraiment toutes les cordes à son arc. C'est lui qui a justement instauré cette pratique de contrat intelligent et de fonctionnement qui a été majoritairement repris par la communauté Ethereum et qui a été implémenté à beaucoup plus haut niveau. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble un contrat Ethereum? Ici, on peut en voir un sur Etherscan et on voit que c'est du code. Alors, c'est assez imbuvable pour des gens qui ne font pas d'informatique. Ce code, il est développé avec un langage qui s'appelle le Solidity. Par exemple, le code que je vous montre à l'écran, c'est un code qui est utilisé pour la plateforme décentralisée qui s'appelle Synthetix. Donc, c'est un contrat intelligent qui va fonctionner, sur lequel les gens vont pouvoir envoyer par exemple des Ethers et lui automatiquement il va réaliser tout un tas d'actions de façon automatisée. Aujourd'hui, comme on peut le savoir, la sécurité des contrats est vraiment aux enjeux, c'est vraiment un enjeu qui est très fort, que ce soit dans les plateformes décentralisées ou dans les applications qui peuvent être utilisées. C'est pour ça que la fondation Ethereum a créé un projet qui s'appelle OpenZeppelin qui vous permet d'aller analyser le contrat intelligent que vous allez déposer pour vous assurer qu'il n'y ait pas de vulnérabilité à l'heure actuelle. C'est un projet qui évolue vraiment régulièrement, mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience qu'un contrat qui est déposé dans la blockchain Ethereum, il est permanent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. À moins que vous ayez mis une fonction pour pouvoir le détruire, mais sinon il restera et si jamais il est vulnérable, quelqu'un videra l'argent qu'il y a dessus. Donc ces contrats, ils vont vous permettre d'avoir une traçabilité, ils vont avoir de la transparence et bien sûr, ils sont permanents. Donc c'est des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, la couche 1 et la couche 2 du réseau Ethereum, donc la couche physique et la couche logicielle, vont représenter ce qu'on appelle l'EVM. C'est l'Ethereum Virtual Machine. C'est pour ça qu'on entend très souvent parler. Ensuite, si on prend la partie couche 3, comme je vous ai dit, il y avait 3 couches dans le réseau Ethereum. La couche 3, c'est la couche application. Elle permet la mise en place d'applications décentralisées. Alors vous en connaissez sûrement comme CryptoKitties qui est un jeu pour les chats ou encore Augure qui va permettre la prédiction des scores sur les matchs de foot. Aujourd'hui, il existe des milliers d'applications décentralisées. Donc ici, je vous ai mis un site qui s'appelle State of Dapps sur lequel on va retrouver tout un tas d'applications. Aujourd'hui, on en a plus de 2500 avec différents modules, que ce soit dans différentes catégories, donc soit des jeux d'argent, de la finance, du social. Donc vraiment, on a vraiment un grand nombre de choses. Aujourd'hui, le plus grand nombre de transactions sont réalisées dans les applications décentralisées qui sont des jeux ou des plateformes d'échange. La partie qui va demander le plus de ressources va être utilisée plutôt pour la partie finance et plateforme d'échange comme on peut avoir avec Synthetix. Donc ça, c'était pour le fonctionnement du réseau Ethereum. Mais ce réseau, il a besoin d'évoluer. Et pour ça, ils ont implémenté ce qu'on appelle l'EIP, l'Ethereum Improvement Proposal. C'est l'équivalent, tout simplement, des BIP pour Bitcoin. Alors, chaque personne dans la communauté de Ethereum peut aller proposer justement une amélioration. Ces améliorations, elles ont plusieurs types que vous pouvez retrouver ici, qui vont impacter plus ou moins les informations. Donc, si on regarde sur la partie EIP, on a par exemple l'EIP 20
qui a été demandé pour l'implémentation de la norme ERC20. La norme ERC20, c'est Ethereum Request for Comment, qui permettent par exemple de pouvoir mettre en place des utility tokens qui vont fonctionner sur la blockchain Ethereum. Alors aujourd'hui, des ERC20, on en a un grand nombre. Donc on peut prendre le ERC20 token list, et là on voit par exemple qu'il y a des projets qui sont assez connus, comme le BAT, comme le Crypto.com, comme l'USDC, le TrueUSD, l'Augur. Voilà, il en existe vraiment des milliers qui sont implémentés dessus. Et cette implémentation, elle a été possible grâce tout d'abord à une première proposition qui était l'EIP20, qui est devenue une implémentation de norme, une norme de protocole, qui est devenue l'ERC20. Des EIP, vous en avez plus de 1500, il en existe très régulièrement. Et à chaque fois qu'une EIP est proposée, la communauté va voter pour savoir si elle accepte ou non de migrer ou d'apporter cette amélioration justement à la blockchain Ethereum. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en commun et c'est vraiment très important de garder ça en tête. Alors je sais que vous aviez envie que je parle d'Ethereum 2.0. On a fait une vidéo complète sur le sujet qu'on vous mettra en lien si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé depuis ces derniers mois, mais concrètement, l'Ethereum 2.0, appelé aussi Serenity, c'est une migration qui va se passer en 3 phases. Donc l'objectif de ces 3 phases, c'est d'aller vers une technologie qui va moins consommer. Et pour ça, ça va être de passer de la technologie de la preuve de travail vers la preuve d'enjeu, qui consomme bien sûr beaucoup moins d'électricité. On a toujours cette partie de sécurité et de sécurisation de la blockchain. Donc là, ils travaillent énormément dessus. Et bien sûr, on a une amélioration de la scalabilité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le réseau Ethereum il est saturé. La finance décentralisée a vraiment appuyé sur ce point-là. Et aujourd'hui, les frais de transaction, ils ont explosé pour arriver à faire passer justement une transaction standard. Donc, ce qu'il a fait, c'est que Vitalik Buterin, il a proposé quelque chose. Tout d'abord, il voulait augmenter la taille des blocs. Et ce qui s'est aperçu en augmentant la taille des blocs, c'est que ça allait centraliser le minage parce que tout simplement, les personnes allaient avoir beaucoup plus de difficultés à trouver les blocs parce que la taille des blocs allait être plus conséquente, donc demander plus de puissance de calcul. Donc seule l'élite, on va dire, des mineurs pourrait y rester et serait capable de miner en fait sur ce volume-là. Donc là, ça rendait vraiment très problématique parce que le projet Ethereum vise à être très décentralisé. Donc il est parti sur une autre option qui permet à tout le monde d'avoir le pouvoir de valider une transaction à partir du moment où il va mettre 32 Ethers sous séquestre. Et une partie des transactions vont être faites hors de la chaîne principale et elle sera implémentée que après. C'est-à-dire que vous allez faire des échanges avec quelqu'un et une fois que vous aurez fini tous vos échanges, le résultat final sera envoyé sur la blockchain principale. Ce qui permet vraiment d'alléger les transactions et de faciliter justement cette montée en puissance. Alors cette montée en puissance, elle est aidée par ce qu'on appelle l'Ethereum Alliance. L'Ethereum Alliance, c'est un groupe d'entreprises dont le but est d'améliorer le réseau Ethereum et d'augmenter son adoption. Dedans, on va retrouver des sociétés comme Microsoft, JP Morgan, on va retrouver du FedEx, on va retrouver des sociétés qui sont beaucoup plus petites. Mais l'idée qu'ils ont derrière tout ça, c'est vraiment d'améliorer le réseau Ethereum, de pouvoir le faire fonctionner à un gros niveau et d'augmenter l'adoption de masse pour que tout le monde soit capable justement de pouvoir l'utiliser. En parallèle, on a ce qu'on appelle la fondation Ethereum qui est plutôt chargée du développement du projet et qui va justement s'assurer que tout ce qui est EIP soit bien validé et qu'on continue de faire avancer le projet d'un point de vue communautaire. Donc c'est vraiment très important pour l'éthique de garder cette fondation Ethereum qui, elle, est plus ou moins dirigée par Vitalik Buterin et qui va justement permettre d'améliorer cette machine qui est Ethereum aujourd'hui. Alors si vous souhaitez suivre un petit peu les news que vous avez dans le monde d'Ethereum, vous avez un site qui s'appelle EthHub qui est vraiment très utile, sur lequel vous avez des podcasts, des newsletters et beaucoup de documentation qui est liée au projet Ethereum. Par contre, c'est tout en anglais, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de news de ce côté-là. Regardez du côté d'Ethereum France si ça vous intéresse pour ceux qui veulent lire uniquement du français. Mais concrètement, les news anglaises sont vraiment beaucoup plus au goût du jour, donc je vous invite vraiment à aller plutôt regarder de ce côté-là. On a également le Week-in Ethereum News qui vous permet d'avoir une newsletter à peu près toutes les semaines avec toutes les arrivées. Par exemple, ici on tourne la vidéo mi-janvier et on s'aperçoit qu'on a toutes les dernières news sur l'Ether 1, l'Ether 2 et toutes les améliorations qui comptent avancer et toutes les propositions qui sont actuellement en cours. Si vous êtes vraiment fan d'Ethereum, je vous conseille d'aller regarder tout ce qui est conventions. Ils ont vraiment beaucoup de conventions qui sont vraiment très intéressantes et par exemple ils ont des hackathons. Donc des hackathons, c'est des concours de développement pour la blockchain Ethereum avec souvent
majoritairement de la finance décentralisée et la création de nouveaux projets. Donc actuellement, il y en a un qui va se terminer le 7 janvier sur lequel vous pouvez retrouver toutes les conférences. C'est gratuit pour pouvoir y accéder en ligne et pour pouvoir les suivre. De toute façon, avec le Covid, c'est assez compliqué de pouvoir se déplacer. Donc vous pouvez suivre tout ça. Et après, si vous êtes un petit peu plus patient, vous pouvez retrouver l'Ethereum Community Conference qui aura lieu en avril 2021, qui est organisé par Ethereum France et qui se situera à Paris ou à distance en fonction des conditions. J'espère vous avoir présenté cette vidéo de la meilleure manière qui soit. Ethereum, c'est vraiment un projet moi qui me fascine. Je suis rentré dans les crypto-monnaies grâce à Ethereum parce que c'est quelque chose de merveilleux et qui va vraiment révolutionner le monde. J'espère en tout cas que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres ou s'il y a des morceaux d'Ethereum sur lesquels vous voulez qu'on parle un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!